Donc cette vidéo est basée sur l'exercice numéro 470 de la base, donc un exercice sur les fonctions de deux variables. On s'intéresse ici à une fonction de deux variables définie sur R2 privée de 0 par l'expression f de xy égale xy fois x2 moins y2 sur x2 plus y2. Donc on remarque déjà qu'au dénominateur on a le x2 plus y2 qui est un truc qui est assez classique, qui va nous permettre de faire des choses derrière pour la continuité, ça tombe bien d'ailleurs. On vous demande est-ce que f est prolongeable par continuité sur R2. Donc le prolongement par continuité qu'on vous demande de faire, c'est un prolongement par continuité en 0, 0. Donc il va falloir ici qu'on regarde est-ce que f a une limite finie en 0, 0. Et si oui, on pourra prolonger par continuité en posant f de 0, 0 égale cette limite. Ensuite, existe-t-il un prolongement de classe C1? Donc comme il doit être de classe C1, bon, il doit être continu, donc ça va être le prolongement qu'on aura fait dans la question 1. La question sera de savoir s'il est de classe C1. Donc pour ça, il va falloir calculer les dérivées partielles en 0, 0 par rapport à x et par rapport à y. Calculer la dérivée partielle de f par rapport à x en tout point xy. Et vérifier qu'elle est continue en 0, 0. Et pareil pour la dérivée partielle par rapport à y. De classe C2, alors là il y aura deux techniques. Une première consistant à calculer les dérivées secondes de f par rapport à x carré ou xy ou yx ou alors y carré et vérifier qu'elles sont continues en 0, 0 ou pas d'ailleurs. Ici, je rappelle que pour qu'elles soient de classe C2, il faut que toutes les dérivées partielles soient continues. Il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas continue pour que ce ne soit pas de classe C2. Ou alors l'autre version sera d'utiliser le théorème de Schwarz si on pense qu'elle ne va pas être de classe C2 pour démontrer que en fait ça ne vérifie pas le théorème de Schwarz et donc ce n'est pas de classe C2. Alors bien sûr, le seul point où il y aura un problème d'ailleurs ici sera toujours le point 0, 0 parce qu'ailleurs qu'en 0, 0, on a ici une fraction rationnelle, une fraction de polynôme avec le dénominateur qui ne s'annule pas, donc il n'y a absolument aucun souci, c'est une fonction qui serait de classe C2. Donc au niveau du corrigé, donc on prend d'abord la première question, f est continue sur R2 privé de 0, 0, pas de problème, c'est le quotient de fonction polynomiale dont le dénominateur ne s'annule pas. Après, pour calculer la limite en 0, 0, donc comme on a vu dans la méthode là, sur notre vidéo, il y a différentes techniques. Là, j'ai choisi de passer en coordonnées polaires, mais on aurait très bien pu utiliser la méthode consistant à majorer valeur absolue de x par racine de x2 plus y2, ça aurait très bien marché ici. Et du coup, en passant en polaire, on obtient que notre fonction est égale à ça. Alors là, j'ai choisi d'utiliser le théorème des gendarmes, mais on aurait pu faire autrement en utilisant ici, en montrant que ce truc-là, c'est un grand taux de R carré. Et comme c'est un grand taux de R carré, ça tend vers 0. Et donc, on obtient que f de xy tend vers 0, 0. Bon, donc vous voyez, il y a différentes techniques. Donc les trois techniques exposées dans l'autre méthode, dans l'autre vidéo, marcheraient ici. Donc vous pouvez faire celle que vous voulez. Donc en tout cas, comme on a une limite finie en 0, 0, on peut prolonger f par continuité sur R2 en posant f de 0, 0 égale 0. Et la fonction prolongée sera ainsi continue sur R2. Donc existe un prolongement de classe C1. Alors si classe C1, il est continu. Donc comme il doit être continu, ça veut dire que le prolongement qu'on considère, c'est le prolongement qu'on a fait dans la question 1. Et donc on a posé f de xy égale, donc deux choix, suivant qu'on est en 0, 0, ça vaut 0, ou ailleurs. Et on a ces valeurs-là. Alors bien sûr, quand on regarde cette expression-là, ailleurs qu'en 0, 0, il n'y a aucun problème, la fonction de sa classe C2. Donc bon, là je commence par dire qu'elle est classe C1 sur R2 privé de 0, 0, mais on peut même dire C2. Maintenant, il faut que je regarde si les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y sont continues en 0, 0. Donc plusieurs choses à faire. Déjà, calculer ces dérivées partielles en tout xy. Donc je me place en xy différent de 0, 0. Je les calcule à la main, donc c'est un calcul qui n'est pas forcément super intéressant, mais bon, il faut le faire. Je calcule la dérivée de f par rapport à y, pareil. Ensuite, je calcule le nombre dérivé de f par rapport à x en 0, 0 en utilisant le taux d'accroissement. Donc je calcule f de x0 moins f de 0, 0 sur x. Donc le taux d'accroissement est très pratique pour calculer la dérivée par rapport à x ou par rapport à y d'ailleurs, mais en un point. Donc comme c'est par rapport à x, c'est x qui varie en haut. Donc je prends f de x0 moins f de 0, 0. Et j'obtiens que ça tend vers 0. Donc du coup, elle est dérivable par rapport à x en 0, 0 et le nombre dérivé est égal à 0. Pareil pour y, cette fois-ci, comme je calcule la dérivée par rapport à y, c'est x qui est fixé, donc qui reste égal à 0, et y qui varie. Pareil, on trouve que ça tend vers 0. Donc là, pour trouver que ça vaut 0, on a tout simplement remplacé dans l'expression. F de 0, 0 vaut 0, et f de 0y, si je remplace x par 0, ça va me faire 0 automatiquement. Donc du coup, elle est dérivée par rapport à y en 0, 0, et mon nombre dérivé par rapport à y vaut 0.
Et maintenant, il faut que je démontre que la limite de cette fonction-là est égale à cette valeur-là, en 0, 0, et que la limite de cette fonction-ci est aussi égale à 0. Donc je le fais, donc c'est un peu pénible. D'ailleurs, je l'ai fait que pour une des deux fonctions, parce que l'autre c'est la même. Je repasse en coordonnées polaires. Donc pour tout x, y différent de 0, je remplace par des cosinus r cos θ, r sinus θ. Donc c'est juste du recopiage, il n'y a pas rien de particulier. J'ai mis tous les r en facteur, ce qui me permet de simplifier avec le R4 qui apparaît en bas. Et il me reste un R en haut. Donc encore une fois, en haut, je vais avoir un grand taux de R, en fait, parce que toute cette fonction-là est bornée. Et comme j'ai un grand taux de R, ça va tendre vers 0. Et donc je vais bien obtenir que d rond f sur d rond x de xy tend vers 0, qui est égal au nombre dérivé en 0, 0. Donc tout va bien, cette fonction-là est continue en 0, 0. Et donc du coup sur R2. Pareil pour d rond f sur d rond y, donc je n'ai pas écrit, mais si vous regardez bien la tête de d rond f sur d rond y, là je vais avoir du R3, du R3, du R2, du R2. Donc là ici, cette première partie, je vais avoir du R5. Donc là du R5. Cette partie-là, là j'ai du R4. Là j'ai du R4. Donc là dans la parenthèse j'ai du R4. Et fois un R en plus, ça fera du R5. Donc pareil, je vais me retrouver avec du R5 en haut fois des cosinus, sinus qui se baladent derrière. En bas, je vais avoir du R4. Donc il va me rester un R. Donc je vais encore avoir un grand taux de R. Et ça va tendre vers 0 de la même manière. Du coup, d rond f sur d rond y va aussi être continu sur R2. Et du coup, mon prolongement est bien de classe C1 sur R2. Pour démontrer maintenant est-ce qu'il est de classe C2, en fait, ici, il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'avec ces fonctions-là, ces fonctions rationnelles, ça marche toujours de la même manière. Donc si on regarde bien au départ, pour la continuité, en fait, ici, on avait un grand taux de R2. Quand on dérive, on a un grand taux de R. Si on dérive encore une fois, on va avoir un grand taux de 1. Et donc ce grand taux de 1 va faire qu'on n'aura pas de limite, parce que ça va dépendre de la manière dont on va se rapprocher de 0, 0. En fait, si ici, j'avais eu du R puissance 4 au départ, j'aurais pu démontrer que la dérivée, j'aurais calculé, j'aurais eu du R puissance 3. La dérivée seconde, j'aurais eu du R puissance 2, donc ça aurait été encore continu. La dérivée troisième, même si ce n'est pas au programme, on aurait pu continuer de dériver, j'aurais eu du R, ça aurait encore été continu. Et c'est à la dérivée quatrième que ça aurait commencé à poser problème, parce que là, je n'aurais plus de R, et donc ça aurait dépendu de la manière dont on s'approchait de 0. Donc il faut bien en être conscient, ce R2 est important, il vous dit que ça tend vers 0, ok, mais qu'en plus, quand je vais dériver, il va me rester du R, quand je vais redériver, j'en aurai plus, et donc c'est pour la dérivée seconde que ça va poser problème. Donc là, pour cette dérivée seconde, pour démontrer qu'elle n'est pas de classe C2, j'ai choisi d'utiliser le théorème de Schwarz. Donc pour le théorème de Schwarz, on doit calculer les dérivées partielles croisées en 0, 0. Donc je regarde la dérivée de cette fonction-là, d rond f sur d rond y par rapport à x en 0, 0. Donc je fais son taux d'accroissement. Donc comme je calcule une dérivée par rapport à x, c'est x qui varie et y qui est fixé. Donc vous voyez, le y reste à 0, c'est le x qui varie. Et en calculant, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec x 0, en fait, il y a beaucoup de choses qui disparaissent dans l'écriture qu'on avait ici. J'obtiens que ça tend vers 1. Donc cette fonction-là va être dérivée par rapport à x en 0, 0, et cette dérivée par rapport à x qui n'est autre que d2f sur dx dy vaut 1. Je fais la même chose pour d rond f sur d rond x. Cette fois-ci, je le dérive par rapport à y. Donc vous voyez, c'est le y qui varie et le x qui est fixé. Donc je calcule, même chose, en remplaçant x par 0, x par 0 et il ne reste plus grand chose dans cette fonction-là. Et j'obtiens que ça tend vers moins 1. Donc du coup, le nombre dérivé cette fois-ci par rapport à y par rapport à x vaut moins 1. Du coup, ces deux dérivées croisées en 0, 0 ne sont pas égales. Donc on ne peut pas avoir f de classe C2, parce que si elle avait été de classe C2, le théorème de Schwarz se serait appliqué en 0, 0, et il m'aurait dit que les nombres dérivés, les dérivées secondes croisées, étaient égales. Alors si jamais vous avez cette idée-là de vous dire, tiens, je vais essayer d'utiliser le théorème de Schwarz. Vous calculez ces dérivées partielles croisées comme on a fait ici, et imaginons qu'on trouve 1 et 1. Pas de bol, elles sont égales. Si elles sont égales, alors vous allez être obligé de faire comme je vous avais dit, c'est-à-dire de vous dire, tiens, je vais calculer la dérivée seconde, par exemple d2f sur dx2, pourquoi pas, et essayer de démontrer que cette dérivée seconde n'est pas continue en 0. Et comme je dis ici, ce serait le cas, parce que là, on avait du R2, donc en dérivant une première fois, on allait avoir du R, en dérivant une seconde fois, il n'y a plus de R, et le fait qu'il n'y ait plus de R va nous permettre de choisir des valeurs de θ pour lesquelles on aura des limites différentes.